Bonjour, c'est Jean-Nicolas. Aujourd'hui, on va parler peut-être des 10 meilleurs investissements à faire si on parle de supercar. Alors, vous la connaissez certainement tous, la voiture qui a été un des meilleurs investissements en termes de supercar, c'est la Ferrari 250 GTO. To Shelby, the 1962 Ferrari 250 GTO, for all done, $44 million. Well done. 6882. At $44 million hammer, 6882. Well done, ladies and gentlemen. Pourquoi? Parce qu'elle résume en fait à elle seule 3 points clés. Premièrement, c'est une voiture de course. C'est une voiture mythique de par tout ce qu'elle a gagné, de par l'image aussi de la marque Ferrari, mais aussi parce qu'en fait elle est conduisible sur la route. C'est une voiture de course qu'on a le droit de conduire sur la route. Et ça fait une différence majeure, parce que ça permet à cette voiture d'être utilisée et non d'être accrochée au mur dans un musée. J'ai beaucoup de gens qui me demandent sur quelle voiture je devrais investir, quelle gamme de voitures choisir. Honnêtement, si je devais en garder deux en tête seulement, je garderais les Youngtimer et les supercars. Dans cette vidéo-là, on va vraiment parler supercars, surtout que Youngtimer, je suis en train de vous concocter une petite série en plusieurs épisodes qui va parler uniquement des Youngtimer. Donc, les supercars, la particularité de cette gamme, c'est que le ticket d'entrée est assez élevé, vous vous en doutez. Difficile d'en avoir une sous les 100 000 euros, ça me paraît être le ticket d'entrée de base. Mais je vais maintenant vous en lister quelques-unes qui franchement, je pense, ont une possibilité d'augmenter en valeur. Les supercars, c'est aussi un marché qui va être plus volatile qu'un marché Youngtimer par exemple, qui est, je dirais, sur une hausse lente et constante. Supercar, vous pouvez avoir des hausses, des baisses très rapidement. Si on prend par exemple Lamborghini Countach, vous avez une hausse qui s'est faite de manière assez brutale, je dirais, vers 2016, 2015 à peu près. Ensuite, une baisse et aujourd'hui plutôt une stabilisation à la baisse. Mais c'est des voitures qui ont fait 150, 400, retour à 250, 300. Donc, c'est quand même très, très violent en très, très peu de temps. Donc, attention avec les supercars, c'est volatile et c'est pour ça que les gens y vont parce que ça permet aussi de gagner beaucoup d'argent. Il y a des supercars qui ont décollé. Il y a d'autres qui n'ont pas décollé. Je pense que l'offre est quand même hyper large. On prend par exemple Mercedes SLR. Dans les annonces, on est à 220, 250 à peu près. Quelque part, c'est hallucinant que ce soit aussi peu cher. Et voilà, je mets des guillemets sur le peu, évidemment, parce que c'est une somme énorme. Parce qu'en fait, si on compare d'autres supercars de génération similaire, donc tout ce qui est fin 90, début 2000. Jaguar XJ220, on est sur 500 000 euros. Porsche Carrera GT, on est sur 700 000 euros. Ferrari Enzo, on est à 2 millions d'euros. Et tout ça, c'est à peu près des concurrentes de la même époque. À peu près des voitures qui représentent le fleuron de la gamme. Je commence par une voiture, donc clairement, la Mercedes SLR, je pense que c'est une supercar sur laquelle il faut investir si vous avez beaucoup d'argent parce qu'elle est complètement décorrélée en termes de cote des autres supercars. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les supercars de manière générale, c'est un peu les Jocondes de l'automobile et que ça restera toujours, même s'il devait y avoir un événement cataclysmique, ça restera des voitures de musée, comme la Joconde, avec une valeur intrinsèque extrêmement forte. C'est-à-dire que même s'il ne devait plus y avoir de pétrole, ou très peu, je pense que, comme on parle de Graal automobile qui représente un pan de l'histoire de l'humanité, ça restera quelque chose de sûr, comme un paquet de lingots d'or à la banque, pour dire les choses simplement. Une vieille Aston Martin DB5, avec tout le marketing James Bond, restera toujours
ce Graal automobile qu'elle l'est depuis maintenant 60 ans. Mais une supercar, c'est aussi des événements forts. Souvent, c'est des voitures puissantes, c'est des voitures qui donnent du fun, qui donnent quelque chose, qui transmettent une certaine énergie, une certaine passion. Et donc, ça reste des moments inoubliables dans la vie d'un conducteur. Donc maintenant, je vais vraiment commencer ma liste. Je voulais juste parler avant de la SLR parce que pour moi, il y a une vraie décorrélation là avec le marché. Maintenant, je commence mon top 10. Donc la première, je suis obligé d'en parler puisque c'est la mienne, c'est l'Aston Martin DBS, c'est les Aston Martin V12 Vantage. On est sur une espèce, non pas en voie de disparition, mais qui a déjà disparu, puisqu'on parle de V12 atmosphérique, 6 litres de cylindrée, plus que 500 chevaux, propulsion, boîte manuelle, que des trucs qui n'existent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en 4 roues motrices, on est en boîte auto, on est en turbo, on est en downsizing, donc des moteurs plus petits que 6 litres, on fait plus des V12 mais des V8, enfin bref, tout ça, ça a disparu. C'est le sigle Aston. Et donc en plus, si vous avez l'opportunité de trouver une DBS comme moi en config exact James Bond, vous avez un Graal, vous avez quelque chose qu'on ne pourra jamais vous enlever, tout comme une Aston Martin DB5 des années 60, qui n'était pas forcément la voiture de sport la plus rapide, qui n'était pas forcément la plus belle ou la plus performante, mais qui dans l'ensemble représente quelque chose de très particulier et de très rare. Et donc c'est pour ça que je pense que ces deux voitures-là sont des bons choix. Et surtout quand on voit les cotes qui sont à peu près autour de 100 000 €. Donc au ticket d'entrée des super. On peut continuer un peu aussi dans ce top 10. Donc Porsche 911 GT2. La génération 997, les années 2008-2009. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de chevaux. C'est une Porsche à turbo. Rien que ça, ça la classe dans une catégorie très particulière. GT2, on est déjà dans une partie rare, je dirais, des modèles chez Porsche. Ce n'est pas une Turbo S entre guillemets standard, c'est une GT2. Bien sûr, les questions se posent, est-ce qu'on préférerait pas une RS, une GT3 RS, etc. Mais globalement, ce qui se passe, et on le voit et je le tiens de source sûre, c'est que les plus riches collectionneurs dans le monde collectionnent ces 911 GT2 déjà maintenant et se les mettent de côté. Alors, ce n'est pas forcément des voitures qui roulent beaucoup, forcément. C'est des voitures qui commencent à être mises comme étant vraiment des voitures de collection, des supercars de collection. Et donc, concrètement, ça crée pas mal de demandes et il n'y a eu pas tellement d'offres, il n'y a pas eu tellement de voitures de produites. Donc ça, je pense que c'est une voiture sur laquelle on peut miser. Ensuite, on peut changer de marque. On va chez les Italiens, Lamborghini, Murcielago, Diablo. C'est des très très bons choix parce qu'à nouveau, on est dans ce fameux V12 Atmo boîte manuelle. Donc là, on cumule du sport, on cumule vraiment du fun, de la sensation. On est sur des voitures qui sont peu produites. Et il faut comprendre que par rapport à une Ferrari équivalente des mêmes années, il y a beaucoup moins de Lamborghini. C'est des voitures qui sont beaucoup plus rares en fin de compte. Et donc, trouver une belle Murcielago en boîte manuelle, c'est quelque chose. Et c'est une voiture, c'est un diable sur la route. C'est un truc presque inconduisible. Il y a de la puissance, ça hurle de partout. C'est vraiment, vraiment sympa. Diablo, c'est un peu pareil, mais il faudra mieux choisir sa version, aller sur des versions S30 ou des versions 6.0, des versions un peu spéciales qui ont été moins produites et qui ne représentent pas l'entrée de gamme de la Diablo. En fait, ce qu'on veut éviter, c'est de se placer dans l'entrée de gamme, dans la version la plus basique, parce que du coup, on se retrouve dans le même paquet que tout le monde. Alors qu'en réalité, si on va sur des modèles un peu plus recherchés, peut-être des sortes de séries limitées comme la SE30 ou des Murcielago en boîte manuelle, on peut à ce moment-là se différencier de ce qui fait l'ensemble du paquet des collectionneurs de Murcielago ou de Diablo. Et donc, comme je dis que c'est des voitures qui sont très très rares en comparaison des Ferrari, là il y a un potentiel parce que du coup si la demande arrive, il n'y aura pas d'offre en fait. Entre les versions qui sont tunées, qui ont été accidentées, mal réparées, au final les vraies versions clean dans les options, le type de boîte que je viens de dire, en boîte manuelle, en fin de compte c'est très très rare sur le marché. Ensuite on peut, c'est vrai que j'ai parlé pas mal de supercars dans cette vidéo, je vais peut-être réduire un tout petit peu mon propos, élargir un tout petit peu plus en utilisant une version plus générique du mot supercar, en parlant plutôt de voitures de sport. Donc si on prend par exemple BM, E46 coupé, dans les bons coloris, avec les bonnes options,
Là aussi, il y a peut-être quelque chose à faire. Tout le monde en parle en permanence de ces E36 et de ces E46 qui vont exploser en cote. Je trouve qu'il y en a pas mal sur le marché, donc je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous en trouvez une qui est très très propre, mais vraiment très très clean, propre, peu de kilomètres et dont les réparations ou les défauts de base ont été corrigés et réparés, là, oui, là, il y a peut-être un potentiel. C'est pas évident de les trouver clean, beaucoup de merguez sur le marché, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et vu l'engouement général des BM, je pense que oui, il y a quelque chose à faire. Ensuite, on va sur une autre voiture qui, moi, je sais pas pourquoi, les E36 E46 m'ont jamais tellement fait vibrer. Il y en a une qui me fait beaucoup plus vibrer. Mais c'est dans la même idée, hein. Je reste dans le même groupe de voitures. Là, dans mon top 10, ça serait une M5 en E39. Parce que je trouve que la ligne de la E39 est vraiment particulière. C'est une voiture de luxe, c'est une magnifique berline sportive. Le V8 qu'il y a dans cette M5 est incroyable. 400 chevaux quand même, 500 Nm de couple de mémoire. Donc là, on a quelque chose qui peut être une alternative aux E36 et E46. Si vous les avez trop vus et que vous ne pouvez plus les voir, E39, ça peut être une manière de faire aussi. Ce qui compte globalement, c'est d'avoir une voiture qui est désirable. Elle est désirable aussi parce qu'elle peut avoir donc, des options, boîte manuelle, ce genre de choses que je viens de dire, mais aussi une couleur. Par exemple, si on pense à Audi S2 ou RS2, le break, bah là, la RS2, je la veux forcément dans ce fameux bleu assez clair parce que c'est le bleu de la pub de l'époque, c'est le bleu que tout le monde a vu, qu'on voit dans les journaux d'époque, dans la presse, et c'est la couleur mythique. Donc, si vous l'achetez et qu'elle est bordeaux foncé, forcément ça va attirer moins de gens. Parce que les gens qui l'avaient en poster, les gens qui étaient jeunes et qui la voulaient vraiment, ils l'ont tous vue et apprise dans ce bleu mythique. Donc ce qui compte aussi, c'est d'avoir la voiture dans la bonne couleur parce que finalement c'est ce qu'on voit le plus. Quand vous avez la voiture devant vous, ce qui vous reste dans les yeux, c'est la couleur. Une autre voiture, comme j'ai descendu un peu dans les bourses, là, 996 turbo chez Porsche, très bien, ça en donne énormément pour son argent, peut-être un peu trop aseptisé, peut-être que les feux avant vont pas vous plaire. C'est le mythe classique qui dit que comme c'est les feux de la Boxster, en gros, c'est une Porsche à l'avant ratée. Je pense que c'est beaucoup trop dur, c'est une voiture équilibrée, de manière générale qui fait sens. J'ai une vraie préférence pour 997 turbo parce que je trouve qu'elle a un vrai surplus de performance. Quand je vois les perfs sur 997 turbo, ça marche quand même hyper fort. On est à 22 secondes, je crois, au millimètre. Enfin, pour une voiture des années début, milieu 2000, c'est quand même incroyable. L'intérieur est plus beau que sur 996. L'arrière, je le trouve vraiment bodybuildé sur la 997 avec l'aileron. Là, il y a vraiment quelque chose qui fait sens et qui reste dans les esprits. Et en plus, on revient à des feux traditionnels sur l'avant. Pour moi, je dirais que suivant les budgets, dans les 40, on va s'orienter sur 996 turbo, 40-50 et dans les 50, 60, 70 on va s'orienter vers 997 turbo. Après il y a différents choix qui rentrent en compte comme par exemple est-ce qu'on prend la boîte PDK, est-ce qu'on prend une version avant 2009 avec simplement la boîte auto, bon ça après tout ça se discute, ou alors une boîte manu. Moi perso j'aimerais beaucoup 997 turbo en boîte manu et si possible dans un gris clair, classique, intérieur noir. Je pense que c'est vraiment un classique indémodable qui, de ce que je vois au niveau de la cote, reste vraiment placé à des niveaux qui sont plus en train de descendre. J'ai l'impression qu'on a vraiment atteint un plafond et que c'est un truc qui ne peut que partir à la hausse. J'ai démarré cette vidéo avec les arguments clés qui étaient prenez une Ferrari de course que vous pouvez conduire sur la route et qui a un aspect mythique par son design, son moteur. Et j'ai parlé de 150 GTO. Si on va vers une voiture plus récente mais qui cumule les mêmes arguments, en fait il y en a une, c'est Ferrari 355 Challenge ou Ferrari 360 Challenge, c'est la même idée. Globalement, on a une vraie Ferrari de course qu'on peut conduire sur la route et ça n'a pas de prix. Et donc aujourd'hui, bien sûr que ça vaut beaucoup plus cher qu'une 355 de base ou une 360 de base, mais parce que derrière, il y a toute cette mythologie de course qui rentre en jeu. Et donc c'est ça qui peut avoir un vrai effet spéculatif si ce genre de voiture vous intéresse. Et en fait, ce qu'il faut miser, c'est la partie compétition. Et ce sera ça et toujours ça l'argument de vente. Conduisez une voiture de course sur la route. Si on reste chez Ferrari, forcément, on parle de supercar, on parle de voitures de sport, donc Ferrari est un mot qui revient souvent, de manière beaucoup plus civilisée, entre guillemets, classe aussi, 550 Maranello, on est vraiment dans la
la digne descendance des Ferrari 275 GTB, des Ferrari Daytona. Il y a ces grands coupés à très très long capot avant à moteur V12. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est classe. On a envie d'aller faire un road trip à Paris, Deauville, Bordeaux et retour avec cette voiture sur 3 jours parce que c'est typiquement la grande GT Ferrari avec du cuir partout à l'intérieur et un énorme V12 à l'avant. Moi, j'en ai longtemps voulu une, j'en suis un tout petit peu revenu parce que finalement, mon Aston Martin remplace un peu ce genre de voiture. C'est vraiment deux concurrentes. On a aussi chez Ferrari, c'est une boîte manuelle sur la 550, donc c'est la grille avec le pommeau en alu typique Ferrari. Donc là, je pense qu'il y a un vrai potentiel. En plus, on est en ce moment sur une légère baisse des tarifs, c'est tout à fait jouable à 80 000 €. Alors bien sûr, on n'est pas sur un ticket d'entrée à 20 000 €, mais 80 000 € pour ce genre de voiture. Quand on voit ce que vaut une Daytona, quand on voit ce que vaut une 275, lorsque toute notre génération à nous, c'est-à-dire les moins de 60 ans, vont se reporter sur ce genre de Ferrari, il y a une vraie chance qu'une Maranello, demain, ça vaille 150 200 000 €. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Ce serait la suite logique des choses, dont la manière des ancêtres vaut maintenant une Daytona 700 000, une 275, 2 millions d'euros. Ce qui compte globalement, c'est d'acheter une voiture propre, une voiture clean, et les petits défauts qu'elle va avoir, les améliorer au fur et à mesure. Et donc, au fil des mois, en améliorant des petites choses à droite à gauche, vous allez voir que vous allez réussir à la voiture que vous avez achetée, voiture de sport, à la rendre vraiment belle, vraiment bien, et à la faire se démarquer du marché. Mais pour ça, il faut que vous ayez choisi les composantes de base, les bonnes options, la bonne boîte de vitesse, la bonne motorisation, pour que tous ces éléments de base que vous ne pourrez pas changer dans le futur restent les éléments positifs, les éléments clés de la voiture qui auront une force à la revente. Et donc voilà, globalement j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé de donner un peu des clés sur les voitures de sport qui vont prendre de la valeur. Bien sûr, personne n'a de boule de cristal, personne ne peut savoir ce que ça va donner. J'ai hâte moi-même de revoir cette vidéo dans 5 ans en me disant « Ah tiens, là j'avais raison, là j'avais tort, etc. » Mais ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'en fait, en réfléchissant un peu, en allant un peu en dehors des sentiers battus, on peut avoir, ou alors parfois en restant en plein dans les sentiers battus, comme sur BM E46, on peut se rendre compte que parfois un modèle est trop peu coté par rapport à d'autres modèles concurrents, et donc sa cote naturellement va aller suivre ce qui s'est passé chez les autres modèles qui, eux, ont déjà eu leur augmentation de cote. C'est ce qu'on appelle un modèle en retard. Moi, par exemple, je l'ai fait. Alors, ce n'était pas vraiment une supercar, c'était une Fiat Dino. Lorsque je l'ai achetée, elle était réellement en retard par rapport à la cote des Ferrari et d'autres voitures, et ce qui fait que sa cote a triplé en très peu de temps, quelques mois après que je l'ai achetée. Je ne suis pas en train de dire, attention, qu'une BM E46 va tripler demain, pas du tout en train de dire ça. Et d'ailleurs, je ne le pense pas, mais je pense que c'est une voiture qui va prendre de la cote et les autres que j'ai essayé de vous montrer dans cette vidéo vont aussi prendre de la cote. Voilà. Pour en savoir un peu plus sur tout ça, je vais très bientôt sortir des cours en ligne, une formation qui va vraiment vous apprendre à acheter la voiture de vos rêves, comprendre toutes les dynamiques qui sont derrière ces différentes offres et demandes sur le marché, comprendre vraiment ce qui se passe, comment se positionner au mieux et pouvoir acheter, négocier, revendre et surtout vous faire plaisir, acheter la voiture de vos rêves à moindre coût. Et c'est ça le but de cette chaîne YouTube. Là, je donne quelques conseils. Il y a bientôt une mini-série qui arrive de plusieurs épisodes sur les Youngtimers. J'espère que vous allez aimer ça. Donc, restez sur la chaîne, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, allez sur ma chaîne Facebook aussi, allez sur ma page Insta et puis on reste en contact et tous ensemble, on essaye d'acheter la voiture de ses rêves.